On va pouvoir commencer ce webinaire sur l'identité-vigilance et la sécurité du patient. Bienvenue à tous. Je m'appelle Maëlys, je suis la responsable communication de Simango. Je suis accompagnée aujourd'hui de Anita et Anthony, qui sont les vrais experts et qui vont vous présenter ce webinaire. Donc aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, c'est surtout le concept d'identité-vigilance, la sécurité du patient à travers l'identité-vigilance et l'importance de la formation. Je laisserai Anita et Anthony se présenter juste après. Je vais juste vous parler très rapidement de Simango et après, je retourne me cacher dans le chat puisque j'ai vu que vous étiez quelques-uns à ne pas encore connaître Simango. On est un organisme de formation. On accompagne depuis 2018 plus de 150 000 professionnels de santé. On a environ 400 établissements de santé qui travaillent avec nous, mais aussi des instituts de formation. On est un organisme qui a un catalogue de formation d'une trentaine de formations qu'on construit avec des experts, dont une formation sur l'identité-vigilance, dont on vous parlera un tout petit peu plus tard. Et puis, on est une équipe surtout de 30 personnes passionnées et basées à Rennes, dont fait partie Anita, à qui je vais laisser la parole tout de suite. Et puis, moi, je retourne dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et sinon, je les transférerai directement aux experts. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, Anita, je suis la responsable, l'ingénieur pédagogique chez Simango. Donc, auparavant, j'ai eu la chance de travailler dans les services pendant une dizaine d'années et puis j'ai pu être formatrice aussi en IFAS, ainsi que conceptrice de formation en présentiel et en distanciel. Et j'ai le plaisir de travailler chez Simango comme ingénieur pédagogique maintenant depuis quelques années. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Anthony, que je vais laisser se présenter. Et puis après, on va pouvoir enchaîner. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Anthony Darieux. Je ne travaille pas pour Simango, mais je t'entend travaille pas, dans Anthony. J'ai mis mon haut-parleur pourtant. Vous m'entendez? C'est bon. Moi, je m'appelle Anthony Darieux. Je ne travaille pas pour Simango, mais je travaille dans un établissement de santé. Je suis directeur des soins et de la qualité-gestion des risques dans les hôpitaux des Alpes du Sud. Et je suis aussi parallèlement expert visiteur auprès de la HAS. Super, merci Anthony. Donc en tant que directeur qualité, c'est toi qui veilles au respect des normes d'identité-vigilance. Si tu devais proposer ou donner une définition de l'identité-vigilance, quelle serait-elle? Bon, la définition, elle est assez, elle est même on va dire, réglementaire. Hein. L'identité-vigilance, c'est tout ce qui concourt à l'organisation mise en œuvre pour fiabiliser l'identification des usagers, des patients, et le référencement de toutes leurs données de santé, et ceci tout au long du parcours de prise en charge. Donc, ça concerne les règles de bonne pratique, que ce soit au niveau de l'admission, donc ce qui concerne plutôt la phase initiale, l'identification primaire, et puis le suivi du patient au long de son parcours de soins. Donc, là, c'est plutôt l'identification secondaire, ça, on pourra y revenir plutôt auprès des soignants. Et ça concerne aussi les phases de traitement des erreurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs, on y reviendra, d'identité-vigilance, et il est nécessaire de les réajuster par rapport à ce qui est, on reviendra tout à l'heure sur les questions, par exemple, de doublons, ces choses qui arrivent assez régulièrement. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contexte actuel concernant l'identité-vigilance? L'identité-vigilance. Les établissements de santé sont amenés à prendre des patients en charge au quotidien. Donc, c'est un élément essentiel dans la mesure où il faut maîtriser l'identité du patient. Maîtriser l'identité du patient, ça permet, ça contribue à administrer le bon soin au bon patient au bon moment. Ce sont des choses qui reviennent, mais c'est vraiment ça, c'est fondamental. C'est le premier acte de sécurisation du processus de prise en charge, puisque c'est souvent à l'admission du patient qu'on définit les règles et surtout qu'on met en œuvre les règles de bonne pratique d'identification du patient.
Néanmoins, on voit quand même que dans nos établissements de santé, malgré des process qui sont éprouvés, testés, validés, on a encore des erreurs d'identitovigilance. Ça constitue globalement 10% des événements indésirables qui sont remontés auprès des directions. Et ces événements indésirables, ces erreurs d'identification, elles sont potentiellement assez graves dans leurs conséquences. Est-ce que tu as des chiffres clés, par exemple, ou des chiffres impactants qui démontrent justement les chiffres clés, on en a peu au niveau national, des chiffres clés. Certains territoires ont fait des études de IG relatifs à l'identito. Ce qu'on constate, c'est globalement au sein de nos établissements, c'est assez homogène au sein des établissements, qu'il y a à peu près 10% des événements indésirables qui sont déclarés, donc c'est ce qui remonte, qui concerne l'identitovigilance. Ouais. C'est quand même assez important par rapport au volume que ça peut constituer. D'accord. Et est-ce qu'il y a réellement des risques à ne pas, entre guillemets, respecter cette identitovigilance? Est-ce qu'il y a des erreurs prévalentes, récurrentes qui peuvent arriver dans les services? Est-ce qu'il y en a que tu vois, toi, fréquemment? L'erreur d'identitovigilance la plus fréquente, c'est l'administration d'un soin à un mauvais patient. Et ça, on le voit plutôt dans l'identification secondaire dans la phase parcours patient. C'est un agent, un soignant qui se trompe de patient, en fait, qui administre soit un examen, soit une thérapie, un thérapeutique, un médicament, un plateau repas, par exemple. Ça peut aussi concerner les plateaux repas à un mauvais patient. Alors, ça peut être assez anodin en termes de conséquences, mais ça peut être beaucoup plus grave. On peut avoir, sans rentrer, parce que je ne ferai pas une analyse exhaustive, mais il peut y avoir des retards de prise en charge, il peut y avoir des enregistrements d'erreurs, de mauvaises informations sur un dossier qui ne correspond pas au dossier du patient. Il peut y avoir la création de plusieurs dossiers patients pour un seul patient. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des doublons. Donc, en fait, on renseigne des éléments dans un mauvais dossier. Donc, en termes d'exhaustivité et d'analyse des résultats, ça constitue des erreurs. Ça peut aussi entraîner des risques réglementaires, administratifs, au niveau pénal. Ça peut aussi constituer des erreurs de facturation. À une époque où on est sur la tarification à l'activité, si on renseigne mal l'identité du patient, au niveau des codages et au niveau de la rémunération de l'acte, ça peut avoir des conséquences qui sont non négligeables. On a Vanessa qui nous pose une question intéressante, justement. Cela concerne donc les infirmiers en majorité? Pas du tout. L'identitovigilance, le respect des règles d'identitovigilance concerne vraiment tous les agents qui sont amenés à prendre en charge les patients, mais aussi les patients eux-mêmes. Les patients qui sont de plus en plus acteurs de leur sécurité, de leur prise en charge, doivent aussi être informés, sensibilisés sur le risque de nous donner des mauvaises informations, d'où la nécessité d'avoir une carte d'identité, par exemple, qui est actualisée. Ce type de sensibilisation permet, oui, de mettre en place ce qu'on appelle des barrières de sécurité, et le patient est lui aussi une barrière de sécurité. Oui, on a pu le voir, on en parlera tout à l'heure dans la formation, mais même les aides-soignants, les brancardiers, finalement tout le personnel est concerné par… Tout le personnel, on parlait tout à l'heure, les brancardiers par exemple, les brancardiers sont amenés à contrôler l'identité du patient, puisque si évidemment le brancardier amène le mauvais patient, notamment à un examen où ça peut être plus grave, au bloc opératoire ou autre, on peut avoir une accumulation de levée de barrière qui fait qu'à un moment donné, on arrive à faire un mauvais acte, ou l'acte prévu pour le coup au bon patient ou l'inversement. Donc ça, c'est vraiment assez sensible. Et oui, les personnels qui sont même pas directement concernés par la prise en charge doivent être sensibilisés, et notamment sur la façon dont on demande
à un patient son identité, la nécessité de poser des questions ouvertes et pas des questions fermées, puisque naturellement, les patients ont tendance à répondre oui dans des situations de soins. Donc voilà, c'est vraiment des sensibilisations, de la formation. Ce n'est pas évident, parce qu'on dit, ben, voilà, mais finalement, c'est la façon dont on pose la question, dont on contrôle le bracelet, dont on contrôle les étiquettes. Tout ça, c'est vraiment des barrières qu'on met en place pour qu'on fasse, comme je vous le disais, le bon soin, surtout aux bons patients. On en a parlé pas mal quand on travaille ensemble sur la formation et justement, tous ces éléments, ils sont primordiaux au niveau de la certification aussi de l'HAS. C'est des éléments qui sont beaucoup regardés par les évaluateurs, dont tu fais partie d'ailleurs. Et c'est très important et la formation aussi peut en faire partie pour justement aider à maîtriser les risques et justement de s'acculturer à la qualité. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. La question de l'identito-vigilance, elle est abordée dans le référentiel HAS au chapitre 2. Donc, c'est le chapitre qui concerne les équipes. Voilà. Et le chapitre qui concerne les équipes, voilà, certains des participants connaissent le référentiel. C'est le chapitre 2.3.01. En fait, l'intitulé, c'est « Les équipes respectent les bonnes pratiques en termes d'identito-vigilance à toutes les étapes », et ça, c'est à toutes les étapes de sa prise en charge. Donc oui, c'est un sujet particulièrement regardé, audité par les évaluateurs, essentiellement à l'aide de deux méthodes. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les méthodes d'évaluation, mais il y en a deux qui sont particulièrement intéressantes pour évaluer ce critère-là. C'est le parcours traceur, puisque le parcours traceur permet d'évaluer la bonne connaissance par les acteurs de santé, des lieux où se situe l'identification du patient, mais surtout est-ce qu'ils connaissent le rôle et la façon d'alerter la cellule d'identito-vigilance en cas de doute sur un dossier. Ça, c'est primordial parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des doublons, qu'il y ait des collusions, mais l'essentiel, c'est que les soignants, les acteurs du soin, même s'ils ne savent pas réajuster eux-mêmes les identités, parce que souvent, ça se fait au niveau de l'identification initiale, il faut qu'ils sachent qui contacter en cas de doute. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut évaluer dans le cadre du parcours traceur. Et puis aussi, on regarde dans le cadre du parcours traceur s'il reste des éléments, des documents papier, parce que même à une époque où on est de plus en plus sur des DPI, il reste néanmoins des documents papier. Et on regarde si, en cas de maintien de ces documents papier, si ils sont bien identifiés, si les étiquettes correspondent à ce qui est attendu en termes d'identification, si on retrouve bien les 5 traits stricts notamment. Donc, on regarde ça. Et puis, on évalue aussi ce critère-là par le biais des observations. Où là, très clairement, ça se fait sur l'observation d'une prise en charge, d'une situation de soins, où on regarde si le patient a bien tous les dispositifs et si les soignants ont bien tous les dispositifs d'identification du patient. Donc ça, c'est essentiellement en fait, le port du bracelet. C'est surtout cet outil-là qu'on peut utiliser dans nos établissements. Donc on regarde en fait ce critère-là, on évalue ce critère-là souvent par le biais des observations. Merci Anthony pour ces précisions. On a une autre question de la part de Clara. Alors, est-ce que le bracelet est réellement une obligation pour tous les patients? Alors, les règles en termes d'identification, elles n'obligent pas en fait le port d'un bracelet. C'est un outil qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser quand c'est possible. Après, il y a des situations où le port du bracelet, il n'est pas il n'est pas pertinent ou il n'est pas adapté. Si vous avez quelqu'un qui, par exemple, vient régulièrement en hospitalisation, je pense notamment à des patients qui sont en hémodialyse, c'est compliqué de leur mettre surtout des gens qu'on connaît très bien. Donc, néanmoins, on doit avoir des outils d'identification, par exemple des photographies. La photographie, c'est un outil qui est autorisé dès l'instant où il répond à un protocole, à on va dire une organisation définie dans l'établissement, et aussi que ça réponde à deux enjeux de conditions, c'est qu'on ait bien un accord, une information et un accord écrit du patient, et que cet accord soit réitéré à chaque fois que le patient vient en hospitalisation ou de façon régulière, là aussi à définir dans le protocole d'organisation interne à l'établissement. Et les photographies
c'est un outil. Et puis, le meilleur outil, l'outil qu'on utilise essentiellement, c'est l'outil de la question, hein, puisque la première vérification, c'est essentiel des vérifications, c'est une vérification verbale où on pose la question au patient, comment vous vous appelez, et le patient, on essaye d'avoir à la fois souvent le nom, le prénom et la date de naissance. En principe, avec ces 3 éléments-là, on arrive à sécuriser quand même, et puis après, on confronte avec notamment les étiquettes, comme je vous disais, les étiquettes, de façon à ce que tout concorde. D'accord. Et du coup, une autre question qui vient d'arriver. Qu'en est-il pour les patients en hôpital de jour, du coup? C'est pareil. C'est pareil, des patients en hôpitaux de jour, le port du bracelet, si l'établissement décide ou évalue que ce n'est pas pertinent, on peut tout à fait avoir une photographie, ça va. L'essentiel est que l'établissement se dote des outils, des méthodes qui permettent de vérifier, de sécuriser cette question de l'identito-vigilance. Et ça, il appartient à chaque établissement de définir en son sein quels outils il utilise pour sécuriser cet aspect-là. Il y a un outil qui est très, très pratique d'ailleurs pour tous les établissements, c'est le référentiel d'identito-vigilance qui est très utilisé et qui spécifie pas mal, enfin, tous ces détails dont tu es en train de nous parler et qui remonte bien même des petits éléments qui peuvent se poser question des fois, comme les collisions et tout ça. Tout ça est vraiment très bien détaillé dans ce référentiel justement. Oui, il y a ce référentiel. Il y a maintenant voilà, quelque chose qui est de plus en plus réglementé. Après, les établissements, souvent, ont leur propre protocole d'identito-vigilance dans leur établissement, qui est souvent rédigé justement par la cellule d'identito-vigilance, mais qui répond globalement à ce qui est attendu dans le référentiel national d'identito-vigilance, où voilà, il y a toutes ces guidelines sur ce qui est attendu en termes d'identification principale, initiale, secondaire et tout ça. Mais c'est de plus en plus, oui, légiféré nécessairement par rapport à l'enjeu en termes de sécurité et de qualité par rapport aux prises en charge. Il y a Mélissa qui nous demande, qu'en est-il de l'identitovigilance dans les lieux de vie? Parce que c'est vrai que dans les lieux de vie, c'est des personnes, ils sont chez eux quelque part, et c'est vrai que nous, chez nous, on n'a pas de bracelet. Enfin voilà, c'est un peu différent. Alors, qu'en est-il dans ces lieux de vie-là, justement? Comment ça se passe? Alors, dans les lieux de vie, les lieux de vie type EHPAD font l'objet d'évaluations évaluations externes particulières qui ne sont pas, on va dire, opérées par l'HAS. C'est contrôlé par l'HAS, mais c'est délégué, on va dire, par des opérateurs à des opérateurs privés. On peut avoir le sujet, par exemple, sur une ESLD. Vous avez souvent des ESLD qui sont associés à avec des EHPAD, donc lieu de vie. Ce que je vous disais là aussi, souvent sur les ESLD, on voit des identifications par des photos. Donc là, oui, c'est tout à fait possible, et ça, à condition, comme je vous disais, que le patient donne bien son accord écrit, et que son accord soit redemandé au cours de l'hospitalisation. C'est vrai que notamment sur des hospitalisations en USLD où ça peut durer assez longtemps, on doit considérer que l'accord écrit du patient initial doit être réévalué au gré de l'hospitalisation, qui reste à définir, comme je vous le disais, dans les organisations internes de chaque établissement. Super, merci beaucoup. Et je réapparais pour enchaîner sur la partie formation et poser quelques questions à Anita, parce qu'on l'a évoqué en tout début de webinaire. On vient de faire une nouvelle formation sur l'identito-vigilance. Anita, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Puisque finalement, c'est toi la casquette pédagogique de Simango. Donc déjà, peut-être sur l'intérêt de se former sur l'identito-vigilance. L'intérêt, je pense que Anthony est bien revenu dessus. Il y a vraiment un grand intérêt de diminuer les risques dans les services de soins, de faire une formation sur l'identito-vigilance. L'idée aussi derrière une formation, c'est de permettre aux apprenants de faire des erreurs sans qu'il y ait vraiment de conséquences, puisque justement, si on peut faire des erreurs, c'est bien pendant la formation qu'on va pouvoir les faire. C'est pour ça que nous, on propose le format de chambre des erreurs, en l'occurrence pour l'identito-vigilance, puisque ça va vraiment permettre aux apprenants de détecter activement des anomalies dans un environnement familier et de justement commettre des erreurs sans risque. Et c'est vraiment un avantage pédagogique, justement.
Ça va aider aussi à mettre en place des automatismes d'identification qui, justement, appliqués au quotidien, vont permettre de diminuer les erreurs potentielles. L'erreur du bracelet dont parle Anthony, par exemple, et les éléments comme ça va vraiment garantir une sécurité et une qualité des soins. Cet intérêt aussi, c'est de favoriser la mémorisation des apprenants, ancrer vraiment les bonnes pratiques, parce que comme Anthony l'a dit, hein, c'est primordial d'avoir et de mettre en place des bonnes pratiques. Et à force de répétition, etc., ça va vraiment permettre de mémoriser et d'ancrer ces bonnes pratiques. Et voilà, c'est aussi un format, j'ai envie de dire, engageant, puisque voilà, c'est une démarche active qui permet aussi aux apprenants d'analyser les choses et d'être vraiment acteurs de leur apprentissage, quelque part. Et justement, par rapport à ce choix des erreurs, j'ai eu quelques retours de personnes qui utilisent notre formation qui nous ont dit que les erreurs étaient encore plus poussées que celles d'avant. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sans nous les dévoiler, évidemment, mais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu es allé chercher et la spécificité aussi de ce nouveau format de formation, puisqu'elles ont beaucoup évolué ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a un réel avantage d'avoir été moi-même soignante. Ça permet d'avoir une notion et de comprendre un petit peu vraiment le métier. Il y a aussi une grande concertation avec les experts, hein, puisqu'il y a eu plusieurs experts sur cette formation. Il y a vraiment une concertation avec ce qu'ils voient régulièrement dans les services ou des choses qui peuvent remonter dans les cellules d'identito-vigilance. Ça, plus les connaissances de terrain et la pratique du métier, que ce soit les experts ou moi-même, nous permet vraiment de trouver des erreurs représentatives, j'ai envie de dire, qu'on retrouve en établissement de santé. On a aussi fait le choix de prendre des erreurs courantes, mais pas critiques, ce qui permet d'avoir une réflexion assez précise de la part des apprenants et leur permettre aussi d'éviter les pièges qui peuvent échapper finalement à ce qu'on va appeler une vigilance de surface. Voilà, tout ça va permettre vraiment de baisser, de diminuer ce risque d'erreur. Et c'est pour ça qu'on a choisi certaines erreurs, j'ai envie de dire presque typiques, qui se trouvent dans les services. Donc, voilà le pourquoi du comment du choix des erreurs en tout cas. Et côté objectif de la formation, si on parle d'un point de vue pédagogique, pour parler aux formateurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, après, voilà, les objectifs globaux, voilà, ils sont affichés à l'écran, mais sinon, vraiment, l'idée, c'est de permettre aux apprenants d'identifier, donc des heures d'identification secondaire, parce que comme l'a dit Anthony, là, on est vraiment concentré sur l'identification secondaire. Même si on balaye un petit peu l'identification primaire, on sait que les audits sont plus concentrés aussi sur l'identification secondaire. La primaire, elle est primordiale, elle est importante. Je vais laisser Anthony revenir un petit peu dessus après, mais on sait que l'identification secondaire, c'est vraiment ça qui va être important dans les critères de certification de l'HAS. Donc, c'est vraiment permettre aux apprenants de les identifier dans un contexte réaliste. On a aussi fait un scénario avec 2 patients. Plus, ça aurait été peut-être un peu trop complexe, mais on a quand même choisi 2 patients pour représenter la prise en soin de plusieurs patients en même temps. Et on a choisi, par exemple, de prendre cette fois-ci 9 erreurs sur 10 minutes. Le temps est aussi limité puisqu'il est important pour nous de simuler cette pression qu'on se retrouve à avoir dans les services et d'encourager des prises de décision rapides et précises. L'idée, c'est aussi de faire une formation qui est vraiment proche des conditions réelles de travail des soignants. Donc voilà, ce choix de l'identification secondaire, je vais te laisser compléter un petit peu là-dessus, Anthony, parce que justement, on est parti plus là-dessus, parce que c'est vraiment là que ça a une grande importance. Je ne dis pas que l'identification primaire n'est pas important, on le sait, il l'est, et c'est vraiment le départ des éléments. Mais voilà, on est parti, nous, sur quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans les services. Oui, tout à fait. Je ne reviendrai pas trop sur l'identification primaire parce que déjà au niveau des visites HAS, elle est surtout évaluée par les experts visiteurs numériques.
puisque ça concerne essentiellement en fait la création d'une identité numérique unique au sein du système d'information. C'est assez technique, donc je ne rentrerai pas dans cet axe-là. Sachant que voilà, ma spécialité, c'est plutôt l'identification secondaire. Oui, en effet, elle comporte beaucoup plus finalement de risques parce que le patient va faire un parcours en fait au niveau de sa prise en charge et à chaque étape de ce parcours, ça constitue un risque en fait d'erreur d'identité-vigilance. Et à chaque dispensation de médicaments, à chaque examen, vous imaginez le nombre d'examens, le nombre de dispensations de médicaments qu'il y a dans un séjour hospitalier, même s'ils ont tendance à se raccourcir de plus en plus, c'est un nombre considérable de risques d'erreur, de donner le mauvais médicament, de faire le mauvais examen, de donner, encore une fois, le mauvais traitement à un patient qui serait, un mauvais plateau, mettons, à un patient qui serait éventuellement allergique. Vous vous rendez compte un peu des conséquences, et aussi par de multiples acteurs. Donc, vous associez de multiples acteurs et de multiples actes de soins, c'est un potentiel de risque qui est énorme, avec des complications, des risques qui sont, pour certains, non négligeables. Donc oui, c'est un enjeu très fort, indépendamment de la certification avec les enjeux qu'elle entraîne, mais simplement aussi en termes de risque pour les patients, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Justement, tu reprends le terme certification. Donc, on arrive là, on arrive bientôt à Noël d'ailleurs, c'est la période des fêtes de fin d'année. Et je crois savoir que, comme souvent, comme tous les ans, il y a un nouveau manuel de certification qui est en préparation, qui est dans la hotte du Père Noël. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, c'est pas un nouveau manuel de certification, mais il est régulièrement actualisé, et donc il va être actualisé donc, en 2025. Il va être officiellement diffusé début 2025 pour une mise en œuvre pour les visites à partir de septembre 2025. Mais on commence à en avoir un peu les grands contours. Ce qu'on peut dire, c'est que ce référentiel 2025 portera un regard très particulier sur les secteurs à risque. Secteurs à risque, encore une fois, bloc opératoire, hémodialyse, radiothérapie et autres, et aussi sur les checklists dans ces lieux à risque. Et qui dit checklist, dit évidemment identito-vigilance. Donc, on est sûr qu'en 2025, sur le référentiel, qui était déjà, comme je vous disais, déjà un critère évalué, il y aura un regard particulier par rapport à l'identito-vigilance dans les secteurs à risque. D'accord. Comme secteur à risque, tu entends quel secteur? C'est le secteur classique, essentiellement le bloc opératoire, parce que la checklist, elle est surtout utilisée là-bas, mais on a aussi des checklists dans d'autres secteurs à risque, les endoscopies, la radiothérapie, voilà, de ce type d'actes où il y a potentiellement des risques graves par rapport à la spécificité de l'acte. Donc voilà un peu les contours, mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les secteurs dans lesquels il y a déjà des checklists vont être encore plus audités, sans rentrer dans les détails, parce que même moi, je n'ai pas on va dire la version finale de ce mais on a quand même un peu les contours. Donc ces secteurs seront audités encore plus on va dire, finement que maintenant. Et puis il y a un sujet aussi sur l'expérience patient, puisque là aussi, de plus en plus, on doit prendre en compte l'expérience patient. Et l'expérience patient peut être un enjeu par rapport à l'identito-vigilance, ou comme je disais tout à l'heure, le vécu du patient par rapport à son engagement, sa participation aux soins. C'est aussi une façon pour lui d'être acteur de son soin et être acteur de sa propre identité, en étant lui-même une barrière de sécurité parmi toutes celles que nous, on met en œuvre. D'accord, super. Merci beaucoup, Anthony. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, si vous en avez, c'est le moment de les poser. On est là pour vous répondre. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je crois que Maëlys vient de vous le proposer d'ailleurs. On va rester en ligne un petit peu pour justement répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir.
Que ce soit sur la certification ou sur Simango, on est là pour vous répondre. Ça peut être même des questions que vous vous posez sur l'identification dans vos établissements. S'il y a des choses qui vous posent question, n'hésitez pas. Alors, on a une question justement. Le nouveau format est-il proposé gratuitement par rapport à l'ancien? Alors, en fait, le nouveau format va venir au fur et à mesure remplacer l'ancien. Donc, on ne peut pas parler spécialement de gratuité, mais au fur et à mesure, il va venir remplacer l'ancien format. On laisse les deux formats cohabiter pendant quelques temps, puisqu'on ne peut pas l'enlever d'un coup, bien évidemment. Donc, les deux vont cohabiter et ceux d'entre vous qui ont déjà la formation Identito-Vigilance, vous aurez accès au nouveau format et il viendra remplacer au fur et à mesure l'ancien format, tout simplement. Dorian qui me demande comment accéder aux formations. Eh bien, il suffit de nous envoyer un mail ou de nous contacter via notre site et Maëlys et son équipe se feront un plaisir de vous répondre et de vous proposer éventuellement des tests de nos formations. Voilà, tout simplement. On va pouvoir vous mettre Voilà, j'allais dire. Maëlys va vous mettre le mail là. Et il y a aussi le site simango.fr. N'hésitez pas à aller voir directement notre catalogue. Voilà. Merci Maëlys. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit sur la formation ou sur l'identitovigilance de façon générale? Super. Eh ben, merci à vous. Merci de votre écoute. Merci à toi, Anthony, de cette participation. Et puis, Avec merci à plaisir. toi pour le travail sur la formation. Merci à tous, en tout cas. Merci à toi, Maëlys, d'avoir animé et organisé ce webinaire. Et puis, on vous dit